À Jacksonville, en Floride, Savannah Gold part travailler un soir d'août 2017. Elle a 21 ans, elle travaille dans un restaurant Bonne Fiche Grill, et sa famille sait qu'elle prévient quand un plan change. Ce soir-là, elle arrive près du restaurant, puis elle disparaît avant même de commencer son service. La première clé du dossier vient d'une caméra. Savannah stationne sur le parking, puis elle monte dans la voiture de Lee Rodart, un collègue avec qui elle a déjà eu une relation. Pour les enquêteurs, ce détail change tout. Elle n'a pas quitté la zone avec un inconnu, elle est entrée dans le véhicule d'un homme qu'elle connaissait. La surveillance montre ensuite une lutte dans la voiture. Les rapports cités par les médias locaux décrivent une portière qui s'ouvre plusieurs fois, mais Savannah ne parvient pas à sortir. Rodart quitte le parking avec elle dans son véhicule. À partir de là, l'affaire n'est plus une simple disparition. Quand Lee Rodart se retrouve face au détective, il n'arrive pas avec une confession. Il arrive avec une histoire. Il veut placer Savannah dans un autre véhicule, avec un autre homme, loin de lui. C'est le premier réflexe classique d'un suspect sous pression, déplacer le dernier contact connu vers quelqu'un d'invisible. Le lien entre eux rend le mensonge fragile. Rodart n'est pas un témoin lointain. Il travaille avec elle, il la connaît, et sa voiture devient le dernier endroit vérifié où Savannah est vue vivante. Dans une enquête de disparition, ce genre de dernier point de contact devient immédiatement central. Les détectives n'acceptent pas la version du camion mystérieux. Leur méthode est simple, revenir au concret. Ils savent où Savannah arrive, ils savent dans quelle voiture elle monte, et ils savent que la chronologie de Rodart ne colle pas. Dans la salle, ils tentent de rester calmes, mais chaque question ramène le dossier vers son véhicule. Ce qui frappe dans cet interrogatoire, ce n'est pas une explosion. C'est la patience. Les enquêteurs laissent Rodart parler, puis l'encerclent avec les faits. Quand un suspect ment, chaque détail ajouté crée une nouvelle surface d'attaque. Ici, plus il parle, plus la place pour une fuite se réduit. Pendant que sa famille cherche Savannah, des messages arrivent depuis son téléphone. Le ton paraît faux. Le contenu laisse croire qu'elle aurait tout quitté avec quelqu'un. Pour les proches, ce n'est pas Savannah. Pour les enquêteurs, c'est souvent le moment où une disparition commence à ressembler à une dissimulation. Rodart doit maintenant porter plusieurs choses à la fois. Le dernier contact, la voiture, les messages, et la disparition. Les détectives n'ont pas besoin d'une phrase magique. Ils construisent une pression cumulative. Une version inventée peut survivre à une question. Elle résiste beaucoup moins à une chronologie complète. À ce stade, l'objectif des enquêteurs dépasse la confession. Ils doivent retrouver Savannah. Leur stratégie change légèrement. Moins débattre de l'image que Rodart veut sauver, et plus l'amener vers l'endroit où il l'a laissée. C'est une pression morale, mais aussi une urgence d'enquête. La force de ce dossier tient à la chronologie. Savannah part de chez elle pour un service précis, arrive sur le parking, puis le récit se coupe autour d'une seule voiture. Quand une victime disparaît dans une fenêtre aussi serrée, les enquêteurs peuvent tester chaque minute, chaque trajet, et chaque message contre les images disponibles. La technique visible ici est efficace parce qu'elle ne commence pas par accuser frontalement. Les détectives laissent Rodart installer sa version. Ensuite, ils ferment les sorties une par une. Si le suspect change un détail, ils savent où revenir. Si le suspect reste vague, ils ramènent la question au dernier fait vérifié. Les faits établis par l'enquête sont brutaux. Savannah monte dans la voiture de Rodart, une lutte éclate, puis elle ne ressort jamais vivante. Son corps est ensuite brûlé et caché dans un bassin à l'ouest de Jacksonville. Le médecin légiste ne peut pas fixer une cause précise, mais qualifie la mort d'homicide violent. Après l'entretien, les recherches conduisent les plongeurs vers un bassin. C'est une étape essentielle. L'interrogatoire ne donne pas seulement une phrase exploitable, il oriente physiquement l'enquête. Quand le corps est retrouvé, la version du départ volontaire s'effondre définitivement. Rodart essaie de garder une image moins monstrueuse que les faits. C'est fréquent dans les aveux progressifs. Le suspect concède une présence, puis un contact, puis une panique, mais tente encore de réduire l'intention. Les enquêteurs doivent donc séparer ce qui aide à retrouver la victime de ce qui sert seulement à sauver sa réputation. L'aveu ne tombe pas comme une scène de cinéma. Il se forme par étapes. Rodart commence par admettre des fragments, puis la version change, puis il finit par reconnaître l'essentiel. Il était là, Savannah était dans sa voiture, et il sait où les enquêteurs doivent chercher. Pour la police, ce basculement est décisif. Même quand Rodart glisse vers une version plus émotionnelle, les détectives gardent leur ligne. Ils ne lui donnent pas la récompense d'une histoire plus douce. Ils écoutent, puis reviennent aux actes, la lutte, le départ du parking, les messages, le corps. C'est là que la procédure protège le dossier contre une confession arrangée. Le comportement de Rodart raconte aussi une lutte intérieure. Il veut être l'homme coopératif, celui qui aide,
celui qui n'a rien fait. Mais les faits le tirent vers une autre identité, le dernier homme avec Savannah, puis l'homme qui explique où se trouve son corps. L'écart entre ces deux rôles devient impossible à maintenir. Le dossier ne repose pas sur une impression de comportement. Il repose sur une chaîne, les caméras du parking, la voiture de Rodart, les messages envoyés après la disparition, ses propres déclarations, puis la découverte du corps après l'interrogatoire. C'est cette chaîne qui transforme le soupçon en dossier judiciaire. Le plaidoyer de culpabilité compte parce qu'il reconnaît juridiquement ce que l'enquête avait reconstruit. Il ne raconte pas tout ce que la famille aurait voulu entendre dans un procès, mais il retire à Rodart la possibilité de rester dans le rôle du témoin ambigu. La justice le fixe enfin comme auteur du meurtre. Des années plus tard, Rodart accepte un accord. Il plaide coupable de meurtre au second degré dans la mort de Savannah Gold. Le choix évite un procès complet, mais il fixe une vérité judiciaire. Il n'est plus seulement l'homme interrogé dans une salle, il devient l'homme condamné pour l'avoir tué. À l'audience, la procédure devient humaine. Les proches ne parlent pas d'une pièce à conviction. Ils parlent d'une fille, d'une sœur, d'une jeune femme qui allait simplement travailler. Dans ce type de dossier, la peine ne répare pas la perte, elle donne seulement un cadre légal à ce qui reste. La sentence retenue est 40 ans de prison en Floride. Pour l'accusation, l'accord ferme le dossier sans exposer la famille à un long procès. Pour les proches de Savannah, la phrase la plus importante reste plus simple. Elle n'a pas choisi de disparaître, et son meurtrier a essayé de parler à sa place. Dans les images d'audience, le contraste est net. Le système parle en chef d'accusation, en année de prison, en accord négocié. La famille, elle, parle d'une absence quotidienne. C'est pour cela que les faux messages comptent autant. Ils ont tenté d'utiliser la voix de Savannah contre ceux qui l'aimaient. Cet interrogatoire marque parce qu'il montre un basculement lent. Au départ, Rodart pense contrôler l'histoire. Il donne une piste, il nie, il se protège. Mais les détectives le ramènent toujours à la même mécanique. La dernière image vérifiée, le véhicule, les messages, puis le lieu du corps. La psychologie reste attachée aux preuves. Le moment le plus révélateur n'est pas seulement l'aveu. C'est la perte de contrôle. Rodart peut encore choisir ses mots, mais il ne choisit plus le cadre. Les détectives possèdent la chronologie, les images, et maintenant l'endroit où chercher. Dans cette salle, son calme ne protège plus l'histoire qu'il voulait imposer. Pour résumer le dossier, Savannah Gold, 21 ans, arrive au travail à Jacksonville le 2 août 2017. Elle monte dans la voiture de Lee Rodart, son collègue et ancien compagnon. Les caméras, les faux messages, l'interrogatoire, l'aveu, puis la localisation du corps ferment l'enquête. Rodart plaide coupable et reçoit 40 ans de prison. Ce dossier rappelle une chose essentielle. Un mensonge peut commencer avec un simple message, mais une enquête solide revient toujours aux faits vérifiables. Savannah Gold n'était pas une fugue, pas une absence volontaire, pas une histoire inventée par son meurtrier. Elle était une jeune femme arrivée au travail, et la vérité a fini par parler plus fort que lui.